Le rift albertain. Forgé par le feu et une histoire géologique violente, cette gigantesque faille a engendré des créatures insolites. Sur ses bords se dressent les plus hautes montagnes de l'Afrique, où des animaux uniques se sont adaptés aux conditions extrêmes. En contrebas s'étendent des marécages putrides, où vivent des poissons qui viennent respirer en surface et des oiseaux qui semblent issus du fond des âges. Le rift a fait surgir le puissant fleuve Congo, qui a séparé nos plus proches parents en deux groupes. L'un animé par l'amour, l'autre déchiré par les guerres. Ces forces titanesques ont façonné la faune du rift albertain. Et ce sont peut-être elles qui ont poussé nos ancêtres à descendre des arbres et à devenir bipèdes. L'Afrique. Un continent immense, peuplé d'animaux exotiques. Dans cette partie du monde, une région abrite une vie particulièrement riche. Le rift albertain. Ici, les mutations et l'évolution se sont accélérées, créant des espèces uniques au monde. Le rift albertain constitue l'extrémité sud d'une énorme cicatrice qui court le long de l'Afrique, l'une des plus grandes merveilles géologiques de la planète. Ce sanctuaire pour la faune ne représente que 1% de la superficie du continent. Pourtant, il abrite plus d'espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et de poissons que toute autre région africaine. Les bouleversements géologiques ont tordu et déchiré la Terre, produisant une incroyable variété de paysages. Cimes enneigées, savanes sèches, jungles profondes et marécages toxiques. Chaque environnement apporte son lot de défis, contraignant la faune à muter et à s'adapter sous peine de disparaître. À l'ouest du rift albertain, s'étendent de vastes jungles grouillantes de vie. Sur le sol de la forêt, une championne absolue de la survie sème la terreur. Elle forme des clans puissants qui sévissent dans les sous-bois depuis l'époque des dinosaures. Connues en Afrique sous le nom de siafou, ces petites bêtes sont de redoutables prédatrices. Les fourmis légionnaires ou magnans. Ces impitoyables tueuses dévorent tout sur leur passage. Chacune d'elles est minuscule, mais ensemble, elles forment un super prédateur. Une colonie peut comporter jusqu'à 20 millions d'individus. Toutes les ouvrières et tous les soldats, beaucoup plus gros, sont issus d'une seule et unique reine. Les magnans forment la plus grande famille qui existe sur Terre. Elles sont les proches cousines de fourmis qui vivent sur d'autres continents, à des milliers de kilomètres. Comment est-ce possible? Tout simplement car l'Afrique faisait autrefois partie d'un supercontinent, le Gondwana. C'est là que vivaient les ancêtres des fourmis magnans, avant que ce supercontinent ne se fracture en plusieurs blocs. L'un des plus grands fragments est devenu l'Afrique. Alors que cette immense terre franchissait l'équateur, la région centrale s'est couverte d'une épaisse jungle tropicale.
Cet environnement très riche a fortement accéléré les mutations et l'évolution des espèces. La forêt tropicale s'est peuplée d'animaux étranges, de toutes formes et de toutes tailles, qui étaient autant de proies potentielles. Les premières fourmis d'Afrique vivaient cachées sous terre, mais le groupe des Magnans a émergé des profondeurs pour profiter de l'abondante faune du sol forestier. Ces fourmis ont évolué pour devenir de terribles chasseuses. Leurs pattes se sont allongées pour mieux courser leurs proies. Leurs têtes et leurs mâchoires se sont développées afin de les broyer. Pourtant, elles ont conservé l'une des caractéristiques de leurs ancêtres souterraines. Elles sont dépourvues d'yeux. Ces millions de fourmis aveugles communiquent uniquement à l'aide du toucher et de l'odorat. Elles se conforment à de simples règles de circulation en suivant les pistes odorantes laissées par leurs congénères. Échangeant constamment des informations et s'aidant les unes les autres, les fourmis constituent le tout premier réseau social qui ait jamais existé. Des millions de soldats et d'ouvrières travaillent dur pour satisfaire l'appétit insatiable de la colonie. Mais l'évolution a fourni à certains animaux les moyens de se défendre. Cette limace paraît désarmée face aux Magnans. Les fourmis l'encerclent rapidement et son sort semble scellé. Pourtant, elle n'a pas dit son dernier mot. La limace se met à sécréter de plus grandes quantités de mucus, un liquide visqueux qui colle les mâchoires des fourmis. À elle seule, cette limace a mis en déroute une armée de prédateurs. Elle s'éloigne nonchalamment, laissant derrière elle les fourmis engluées. Pendant des millions d'années, les Magnans ont terrorisé les jungles qui recouvraient le cœur de l'Afrique. Au centre du continent s'étalait une zone continue de forêt tropicale. Mais de puissantes forces géologiques étaient sur le point de changer à jamais le visage de l'Afrique. Il y a 30 millions d'années, les plaques tectoniques africaines entament leur lente dérive. Au fil de millions d'années, un grand fossé s'ouvre dans la croûte terrestre. Il s'étire sur des milliers de kilomètres vers le sud depuis l'Éthiopie. Il y a quelques 12 millions d'années, le grand rift se divise en deux branches. La branche occidentale est connue sous le nom de rift albertain. Cette faille géante a modifié le paysage et le climat. Elle a coupé le centre de l'Afrique en deux parties, l'une sèche, l'autre humide. Et sur chacune de ces deux parties, l'évolution a pris un chemin radicalement différent. Dans le vaste bassin du Congo, à l'ouest du rift, s'étend l'une des plus grandes forêts de la planète. La forêt tropicale du Congo couvre plus d'1 600 000 km², soit 2,5 fois la taille de la France. Dans ces profondeurs vit un animal mystérieux, découvert par les explorateurs européens il y a seulement un siècle. Ce fossile vivant porte le nom d'okapi. Il a la taille d'un cheval, le corps d'une gazelle et les pattes rayées comme celles du zèbre. Mais sa seule parente encore vivante est une énigme de l'évolution. La clé de ce mystère familial réside dans les appendices qui ornent le sommet de son crâne. Il ne s'agit pas de cornes, mais d'ossicones, des excroissances cartilagineuses recouvertes de poils. Or, un seul autre animal au monde porte ce genre d'attributs.
Tout comme l'okapi, la girafe est dotée d'ossicônes, qui, chez elle, sont légèrement plus longs. Les femelles en possèdent 2, tandis que les mâles peuvent en avoir un 3e un peu plus bas au milieu. Comment l'okapi et la girafe peuvent-ils être d'aussi proches parents tout en étant si différents? C'est dans le passé très éloigné que se trouve la réponse. L'okapi et la girafe sont en fait les seuls survivants d'un ancien groupe de mammifères. Aujourd'hui, la girafe est l'un des symboles de l'Afrique. Pourtant, ses ancêtres vivaient en Europe et en Asie. Ces prototypes originaux ont donné naissance à des espèces étranges et variées. Certaines sont devenues géantes, comme le Civaterium, un animal de la taille d'un éléphant. Après avoir sillonné les vastes prairies de l'Asie, ce dernier a gagné le nord de l'Afrique. Et ses nombreux cousins se sont propagés à travers le sud de l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Mais c'est alors qu'est survenu un changement climatique majeur. L'Europe et l'Asie se sont peu à peu desséchées, entraînant la disparition de ces animaux. Seuls ceux qui s'étaient installés bien plus au sud, au cœur de l'Afrique, ont survécu. Puis lorsque le Grand Rift a scindé leur territoire, ces survivants ont pris 2 chemins évolutifs très différents. Dans les jungles sombres et denses de l'Ouest, les anciens mammifères ont conservé leurs pattes courtes et leur corps massif. L'okapi peut donc bien être qualifié de fossile vivant. Il n'a pas évolué depuis des millions d'années et demeure un fantôme solitaire qui hante les forêts profondes. À l'est du Rift, le climat est devenu plus sec et la jungle a laissé place à de vastes étendues herbeuses. Dans cet environnement desséché, la végétation était plus rare. Les herbivores, capables de brouter la cime des arbres, étaient avantagés par rapport aux autres. Et c'est ainsi qu'est apparue la girafe à long cou, qui nous est aujourd'hui familière. Le Grand Rift africain a séparé ses survivants des temps anciens, créant 2 espèces bien distinctes. Celles-ci sont aujourd'hui les seules représentantes de cette étonnante famille de mammifères. Mais des indices découverts en Afrique du Nord semblent suggérer qu'une 3e espèce aurait côtoyé les premiers hommes. Un curieux animal représenté dans l'art rupestre du désert est considéré par beaucoup comme étant une espèce de Civaterium. Ces animaux géants auraient survécu au changement climatique qui a entraîné l'extinction de la plupart de leurs proches parents, puis auraient disparu à leur tour de la surface de la Terre il y a près de 8000 ans. La formation du rift albertain a transformé les jungles de l'Afrique centrale en un paysage torturé. Elle a fait surgir des reliefs totalement nouveaux. Les plus spectaculaires sont les monts Rwenzori, la plus haute chaîne de montagnes de l'Afrique. Il ne s'agit pas de volcans, mais d'un bloc de croûte terrestre arraché au sol par des forces géologiques colossales. Tandis que le rift déchirait le continent, l'énorme pression exercée sur les bords de la faille a soulevé un massif de roches de 120 km de long, créant la plus grande montagne de rift de la planète. La glace, le vent et la pluie ont sculpté la roche, donnant naissance à des pics de plus de 5000 mètres d'altitude. Le Rwenzori constitue l'un des paysages les plus étonnants d'Afrique. À cheval sur l'équateur, ce massif alterne petits glaciers et imposantes montagnes coiffées de neiges éternelles.
Des masses d'air saturées d'humidité se heurtent au relief, ce qui provoque de fortes pluies. La région reçoit chaque année plus de 2500 mm de précipitations, raison pour laquelle le massif a été baptisé Rwenzori, le faiseur de pluie en ougandais. L'humidité plonge les montagnes dans la brume. Puis elle se dépose sur la forêt tropicale luxuriante qui s'étend en contrebas. Cette forêt moussue abrite l'un des animaux les plus étranges qu'il soit donné de voir dans les montagnes. Voici le caméléon de Johnston, véritable bizarrerie de l'évolution. Ce gros lézard aux allures de dinosaure vit uniquement dans les contreforts du Rwenzori. Seuls les mâles sont pourvus de 3 cornes, qu'ils utilisent pour se défendre lors des batailles territoriales. À partir de 3800 mètres d'altitude, la végétation change de façon spectaculaire. On découvre un paysage surprenant, dominé par des plantes gigantesques. Cette curieuse plante, du nom de lobelia, ne mesure généralement qu'une cinquantaine de centimètres. Mais ici, dans la brume, elle peut atteindre jusqu'à 10 mètres de haut. Ces géantes alpines sont soumises à des variations extrêmes de température. Car si les journées bénéficient d'un soleil flamboyant, dès que la nuit tombe, la température chute en dessous de 0. Ici, dans le Rwenzori, il n'y a pas de véritable saison. C'est l'été tous les jours et l'hiver toutes les nuits. Peu d'animaux peuvent vivre à cette altitude et supporter de tels écarts thermiques. Pourtant, ce joli petit oiseau a réussi là où la plupart ont échoué. Le nectarin de Johnston est un spécialiste de la haute montagne. Les mâles se nourrissent du nectar des lobélias. Ce sont les seuls pollinisateurs de ces gigantesques plantes, car cet environnement est trop venté et trop rude pour permettre la survie d'insectes volants comme les abeilles. Le nectarin a besoin d'une grande quantité d'énergie pour supporter la rigueur du climat. Aussi passe-t-il un tiers de la journée à s'alimenter. Pour ne pas gaspiller ses efforts, cet oiseau ne choisit pas les fleurs au hasard. Il a en tête une carte détaillée de tous les lobélias présentes sur son territoire et s'y réfère pour localiser celles qu'il n'a pas butinées depuis longtemps. Au coucher du soleil, le nectarin doit relever un incroyable défi. Très vite, la température devient glaciale. L'hiver approche, comme chaque soir dans ces montagnes. Afin de conserver son énergie, cet oiseau recourt à un étonnant stratagème. Il abaisse la température de son corps et ralentit son métabolisme, prouesse dont aucun autre oiseau d'Afrique n'est capable. Tandis que l'air de la montagne se refroidit, le métabolisme du nectarin ralentit de près de 70%. La température de son corps descend d'une dizaine de degrés. Il entre dans une sorte d'hibernation temporaire appelée torpeur. Cette technique remarquable lui permet de conserver son énergie et de survivre aux nuits glaciales du Rwenzori.
Alors que le soleil pointe derrière les sommets déchiquetés, l'oiseau réactive son métabolisme et la température de son corps revient rapidement à la normale. Il est prêt à affronter une nouvelle journée. Au pied de ces imposantes montagnes s'étend un tout autre environnement où la faune est poussée dans ses derniers retranchements. Tandis que les bords du rift albertain se soulevaient pour former des montagnes, le centre s'est affaissé. Au fil du temps, il s'est rempli d'eau, donnant naissance à des lacs profonds. Ces derniers sont entourés de marécages aux eaux troubles. Dans un tel milieu, ne peuvent survivre que des animaux très spécialisés. Grâce à ses pieds palmés qui lui permettent de mieux répartir son poids, le jacana est capable de marcher sur les nénuphars. Il est facile de s'orienter lorsqu'on est en dehors de l'eau. Mais sous la surface, c'est une autre histoire. L'eau est vaseuse et souvent très peu oxygénée. Ce milieu est si hostile que certains êtres vivants ont développé d'étonnantes stratégies d'adaptation. Le dipneust africain est un curieux animal primitif qui n'a pas évolué depuis 350 millions d'années. Doté de vrais poumons, il est capable de survivre hors de l'eau, du moins pendant un certain temps. Ce poisson ne remporterait certes pas un concours de beauté, mais c'est un héros de l'évolution de la vie sur Terre. C'est le plus proche cousin vivant des tout premiers animaux sortis des eaux pour conquérir le milieu terrestre. Ses longues nageoires effilées ne ressemblent guère à des pattes. Pourtant, il s'en sert pour arpenter le sol des marécages. Il gonfle ses poumons et soulève l'avant de son corps, puis fait bouger alternativement ses deux nageoires pelviennes afin de se propulser. Ce mode de locomotion n'est pas à proprement parler de la marche, mais correspond à la première étape du processus évolutif qui a conduit les animaux aquatiques à conquérir la terre ferme. Le dipneust a beau être un pionnier de l'évolution, il ne jouit d'aucune considération auprès d'un monstre à plumes résidant de ces marécages. Le bec en sabot du Nil, un oiseau d'aspect préhistorique, endémique de l'Afrique orientale. Ce grand échassier aime chasser dans ces eaux pauvres en oxygène, car il connaît le talon d'Achille de sa proie favorite. Le dipneust doit tôt ou tard remonter à la surface pour respirer. L'énorme bec de l'oiseau se termine par un crochet qui lui permet d'immobiliser les poissons. Les dipneustes sont nourrissants, mais visqueux. Une fois sa proie engloutie, l'oiseau prend toujours une bonne gorgée d'eau pour se rincer le bec. Cet étrange prédateur des marais n'a pas de proches parents. C'est une curiosité de la nature qui tient à la fois de la cigogne, du pélican et du héron. Une espèce à nulle autre pareille. Le dipneust n'est pas le seul poisson ayant adopté des stratégies de survie extrêmes dans ces eaux inhospitalières.
Lauren Chapman étudie un autre groupe unique d'animaux lacustres. Les mormyridés sont un groupe de poissons qui comprend plusieurs espèces, présentes uniquement en Afrique et nulle part ailleurs au monde. Ces poissons sont longtemps restés un mystère pour la science. Comment s'orientent-ils et localisent-ils leurs congénères dans des marécages aussi sombres et impénétrables? La réponse n'a été découverte que récemment. Pour survivre dans un tel milieu, les mormyridés ont acquis une extraordinaire faculté. Ils chassent et communiquent au moyen d'impulsions électriques. Lauren et son équipe de recherche utilisent une technique astucieuse pour détecter et mesurer cette aptitude hors du commun. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut transformer les impulsions électriques en sons. On place une paire d'électrodes sous l'eau et de cette façon, on peut transformer les impulsions électriques émises par le poisson en sons perceptibles par l'oreille humaine. Un organe spécial, situé à la base de sa queue, émet un champ électrique qui entoure le poisson. Lorsque d'autres animaux pénètrent dans ce champ de force, ils le déforment. Le mormyridé détecte ces changements grâce à des cellules électroréceptrices présentes sur l'ensemble de son corps. Ce système de détection est si sensible que l'animal peut faire la différence entre un prédateur, une proie et l'un de ses semblables. Un microphone immergé révèle le monde secret des mormyridés. Ces poissons à l'allure paisible se livrent en fait en permanence une bataille de signaux électriques. Chaque espèce possède sa propre signature électrique dont elle se sert pour conquérir des territoires, décliner son statut social, voire impressionner des partenaires potentiels. Cette extraordinaire mutation a permis aux mormyridés de prospérer dans les environnements extrêmes des marécages du Rift. Le Rift albertain a forcé le cours de l'évolution, créant des espèces animales absolument uniques au monde. Parmi elles figurent nos plus proches parents sur le plan génétique. Les chimpanzés ont en commun avec nous plus de 99% de notre patrimoine génétique. Tout comme les humains, ils sont bruyants, curieux et intelligents, mais ce sont avant tout des êtres sociaux. Ils vivent en groupe, dominés par un mâle alpha entouré de lieutenants. Chaque groupe de chimpanzés défend jalousement son territoire. Les mâles forment des alliances et constituent des patrouilles de sécurité chargées d'attaquer et d'éliminer les intrus. Lorsqu'ils surprennent un étranger sur leur terre, le mâle alpha et ses sbires entrent aussitôt en action. L'intrus bat rapidement en retraite. Il est chanceux de s'en être sorti vivant. Non loin de là, un autre grand singe, d'une intelligence rare, s'est installé dans les jungles de l'Afrique centrale. À première vue, ces primates ressemblent à des chimpanzés. Mais il s'agit d'une espèce totalement différente. Les bonobos, habitants mystérieux de la jungle profonde. Ces singes ont de nombreux points communs avec les chimpanzés. Tout comme ces derniers, ils sont arboricoles, frugivores et vivent en groupes sociaux caractérisés par de forts liens familiaux. Pourtant, il existe une différence majeure entre les deux espèces. Car contrairement aux chimpanzés, les bonobos sont paisibles et affectueux.
on les décrit souvent comme les hippies du monde des primates. Ces deux espèces de grands singes vivent dans le même environnement. Comment ont-ils pu acquérir un comportement aussi différent? Ces eaux tumultueuses recèlent la clé du mystère. Les tribus locales l'appellent la rivière qui engloutit toutes les autres rivières, le fleuve Congo. Ce puissant cours d'eau s'étend sur 4700 km et atteint à certains endroits 13 km de largeur. Avant sa formation, il n'y avait qu'une seule espèce de chimpanzé dans ces jungles. Mais là encore, les forces phénoménales du rift albertain ont influencé le cours de l'évolution. Pendant des millions d'années, le bassin du Congo a abrité un immense lac alimenté par un fleuve. Puis, tandis que des montagnes et des plateaux se formaient sur la bordure orientale, le lit du fleuve s'est lentement courbé, prenant la forme d'un fer à cheval. Il a fini par atteindre l'océan Atlantique, tout en vidant le lac de son eau. L'un des plus grands fleuves du monde était né. Cette barrière infranchissable a séparé les chimpanzés en deux groupes distincts. Ces singes sont présents dans 22 pays africains, tous situés au nord du fleuve Congo. Chez ces primates, les différends sont résolus par les menaces et la violence. Les mâles se battent pour la nourriture, pour les femelles et pour défendre leur position dominante. De l'autre côté du fleuve, les femelles dirigent une société radicalement différente. Les bonobos vivent exclusivement dans une petite zone située au sud du fleuve, dans les forêts de la République démocratique du Congo. Ce n'est qu'en 1929 que les biologistes ont réalisé qu'ils constituaient une espèce unique. Ce sont les derniers grands singes découverts par la science. Gottfried Aumann, de l'Institut Max Planck, étudie ces animaux craintifs en collaboration avec l'autorité congolaise des parcs nationaux. Les bonobos sont des animaux sauvages. Au début, ils évitent la présence des humains. Ils s'enfuient, ils se cachent. Mais si vous persévérez, au bout de quelques mois, vous pouvez les suivre à une certaine distance. Et au bout d'1 ou 2 ans, vous pouvez marcher avec eux dans la forêt. Le bonobo est physiquement très proche du chimpanzé. Mais il existe une différence majeure entre ces deux singes. Les bonobos et les chimpanzés sont fortement apparentés. Ils ont une longue histoire évolutive commune. Et pourtant, ils sont étonnamment différents. Et cette différence est particulièrement frappante dans le domaine social. Il n'y a pas de mâle dominant dans cette troupe de bonobos. Le pouvoir est entre les mains d'un groupe de femelles âgées. La violence est rare dans le monde des bonobos. Ces primates utilisent les contacts intimes et le partage de nourriture pour éviter les conflits et apaiser les tensions au sein du groupe. La formation du fleuve Congo a entraîné la séparation d'une lignée évolutive en 2 rameaux. Mais pourquoi ces singes sont-ils aujourd'hui si différents? Pourquoi y a-t-il la guerre sur la rive nord et la paix sur la rive sud? L'explication pourrait résider dans la présence d'une 3e espèce de grand singe, vivant exclusivement en Afrique centrale. Le gorille est le plus grand des primates. Il se nourrit de pousses, de feuilles et de baies. S'il est aujourd'hui confiné dans de petites enclaves, son territoire était autrefois bien plus vaste. Il y a 5 millions d'années,
ce singe était probablement en concurrence avec d'autres primates pour les mêmes ressources. À l'époque où le fleuve Congo s'est formé, l'Afrique centrale a connu un changement climatique majeur. Les plantes dont se nourrissaient les gorilles ont été détruites par la sécheresse et ces primates géants ont disparu de la quasi-totalité du bassin du Congo. Lorsque la période sèche a pris fin, les forêts et les plantes ont repoussé. Mais le jeune fleuve Congo a empêché les gorilles de recoloniser la rive sud. De ce côté du fleuve, de plus petits singes ont pris possession de la forêt. Ils pouvaient désormais manger toute l'année des plantes bien plus variées, sans être en compétition avec les gorilles ou leurs congénères. Ils sont devenus moins violents, et c'est ainsi qu'est apparue une nouvelle espèce, les bonobos. Sur la rive nord, les chimpanzés devaient continuer à partager les forêts avec les gorilles et étaient en concurrence avec eux pour la nourriture. Ils devaient également se battre entre eux, et cette nécessité a favorisé l'émergence d'une culture empreinte de rivalité et de violence, et dominée par les mâles les plus agressifs. Cet environnement pourrait même avoir provoqué une modification de leur ADN. Les scientifiques ont récemment découvert une partie d'un gène qui semble favoriser les liens sociaux. Les bonobos possèdent ce gène, de la même manière que les humains. Les chimpanzés, eux, en sont dépourvus. Les différences radicales entre ces singes agressifs et les paisibles bonobos pourraient donc être liées à une mutation génétique. Le rift albertain a redessiné le puissant fleuve Congo et divisé nos plus proches parents en deux espèces bien distinctes. Mais il se pourrait également qu'il ait contraint nos ancêtres à descendre des arbres et à adopter la bipédie, menant ainsi à la naissance de l'humanité. Les chimpanzés et les hommes ont un patrimoine génétique commun à plus de 99%. Mais ces premiers se sont adaptés à la vie arboricole. Le haut de leur corps, très développé, et leurs muscles 4 fois plus puissants que ceux d'un humain, leur permettent de se hisser avec facilité dans les arbres. Ces singes descendent souvent à terre afin de varier les sources de nourriture et d'inspecter leur territoire. Lorsqu'ils se déplacent sur le sol, le chimpanzé continue d'utiliser ses 4 membres et s'appuie sur les antérieurs pour se propulser. Cette démarche bien particulière est appelée marche sur les phalanges. Ce singe peut imiter la marche humaine sur de courtes distances, mais ses pattes postérieures ne peuvent soutenir longtemps l'effort. Les scientifiques ont longtemps cru que nos premiers ancêtres directs, les hominidés, étaient des primates arboricoles proches du chimpanzé. On présumait que ces hominidés s'étaient vus contraints de descendre des arbres du fait de la sécheresse et de la disparition des forêts. Dans la savane, ils se seraient peu à peu dressés sur leurs 2 membres postérieurs. Cette hypothèse, connue sous le nom de théorie de la savane, prévalait depuis l'époque de Charles Darwin. Mais une découverte de fossiles va quelque peu bousculer ce qu'on croyait connaître de nos ancêtres. En 1994, un spécimen remarquable est mis au jour sur le sol du Grand Rift, en Éthiopie. Il s'agit d'un hominidé de sexe féminin, mesurant 1,20 m pour un poids de 50 kg. C'est l'hominidé le plus vieux et le plus complet jamais découvert à ce jour. Son âge, 4 400 000 ans. Ce nouveau fossile, baptisé Ardipithecus ramidus, ou Hardy pour les amis, est venu bouleverser notre compréhension des mécanismes de l'évolution humaine. Les membres et l'anatomie d'Hardy sont différents à la fois de ceux des humains et de ceux des chimpanzés. C'est un primate arboricole dont les pieds et les mains sont dotés d'un pouce opposable comme les chimpanzés.
Mais la structure de son squelette montre qu'il pouvait aussi marcher confortablement sur ses 2 jambes, tout comme nous. Cela suggère que la capacité à marcher debout est apparue avant que nos ancêtres ne descendent des arbres. Si tel est le cas, la théorie de la savane est erronée. Nos ancêtres hominidés auraient adopté la marche bipède pour une autre raison. Curieusement, l'apparition d'hardis et des premiers bipèdes coïncide avec l'ouverture du Grand Rift en Afrique orientale il y a de cela entre 3 et 5 millions d'années. Il se pourrait que ce soit la formation du Grand Rift qui ait poussé nos ancêtres à marcher debout sur leurs jambes. Nous sommes descendus des arbres et avons investi les collines. Alors que le paysage se hérisse de montagnes et se crible de cratères, nos ancêtres partent à la conquête de leur nouveau milieu. Les terrains escarpés les mettent à l'abri des prédateurs non grimpeurs et offrent en outre de nouvelles ressources alimentaires. Alors qu'ils colonisent ces paysages tout neufs, les hominidés acquièrent de puissantes jambes. Leurs bras raccourcissent pour leur permettre de s'équilibrer et de s'agripper aux rochers. Comme nous, ils adoptent la station verticale. Tandis que le rift modifie le climat de l'Afrique orientale, leur cerveau grossit et se complexifie pour leur donner les moyens de survivre dans cet environnement changeant. Les forces titanesques à l'œuvre sous le sol de l'Afrique ont façonné notre espèce, faisant de nous des champions de la survie parmi les primates. En déchirant le cœur de l'Afrique, le rift albertain a transformé le relief de la forêt tropicale et créé des paysages d'une infinie variété. Autant de défis lancés à la faune. Il a ainsi influé sur le cours de l'évolution, donnant naissance à des formes mutantes et à des êtres uniques, comme on n'en voit nulle part ailleurs.